multithreading de tous les jours. Je voulais faire, dans le fond, une présentation vraiment terre à terre sur la réalité du multithreading, vraiment ce qui arrive vraiment sur le terrain en faisant des choses en parallèle. Juste une brève introduction sur moi. J'ai étudié en génie informatique à Sherbrooke. Je fais partie du projet Evolve. Une image concept, mais plus sérieusement, dans le fond, Evolve, on a été la première équipe à faire notre propre moteur électrique. C'est un peu dans l'effort de l'Université de Sherbrooke de pousser dans l'électrification des véhicules. On a gagné notre compétition. Puis aujourd'hui, je suis vraiment heureux de voir les projets EMUS et compagnie qui triomphent aussi à leur tour dans l'électrification des véhicules. La raison que je parle de ce projet-là aussi, c'est parce que c'est du système, du embedded, du système embarqué. Puis ça, je crois que c'est un outil vraiment excellent pour apprendre comment fonctionne l'asynchronisme, apprendre comment fonctionne le parallélisme. Je pense que le meilleur outil, c'est ça. C'est le système embarqué de commencer vraiment à la base, commencer avec les interrupts, ces choses-là. Donc, je ne parle pas Raspberry Pi et compagnie, mais vraiment encore plus basic que ça pour vraiment saisir les concepts. Puis une fois qu'on maîtrise bien le système embarqué, ça aide beaucoup à comprendre comment Windows fonctionne, comment Linux fonctionne en arrière. C'est vraiment intéressant. Oui, ben c'est ça. Vous avez eu les avantages de Mathieu, mais moi, concrètement, ça fait 3 ans maintenant que je suis développeur à temps plein chez Genentech. Puis ce qui me motive vraiment beaucoup, c'est que c'est des projets de fous. C'est des aéroports de fous dans le Moyen-Orient avec des dizaines de milliers de caméras, des chaînes de restaurants, chaînes de magasins aux États-Unis, que les administrateurs peuvent se connecter au headquarter pour voir une caméra, n'importe laquelle de leurs 120 000 caméras à travers les États-Unis au complet, en tout temps. Je trouve ça assez impressionnant. On a des quartiers au complet, que c'est tout notre produit qui gère ça. C'est des choses à très grande échelle. Je sais qu'il y a des projets qui s'en viennent aux États-Unis où la loi les oblige à garder une vidéo pour des 90 jours, mais on parle de pétabytes de storage. Donc, il faut que le produit fonctionne, il faut que ça soit performant. Donc, c'est des défis extrêmement intéressants, mais plus techniques, en plus des avantages qu'on a eu. Donc, le parallélisme. Ici, évidemment, parallèle, ça l'est. Non. C'est ça. Je voulais faire une discussion vraiment, c'est ça, terre à terre, des vraies expériences qu'on a eues en développant notre logiciel, tout ça, des vrais problèmes qu'on rencontre en faisant du parallélisme. Puis mes sujets sont un petit peu aussi contre les courants modernes où, faut jamais dealer avec des threads. Les threads, c'est mal, c'est censé être géré tout seul en arrière. Faut jamais faire de lock. Les locks, c'est mauvais. Je veux essayer de mettre un bémol là-dessus. Donc, si on commence par la base, au début, on avait un programme très simple qui fait une seule chose à la fois. Bon, il y a des petites vulnérabilités ici d'overflow, mais c'est pas ça le but. Mais quand même, au départ, quand tu avais des inputs, ça sortait un output, on est content. Mais c'est qu'évidemment, quand on veut faire une infrastructure, on a besoin de traiter plusieurs choses en même temps. Donc, l'approche qui a été adoptée à l'origine dans les Unix et compagnie, dans le temps, les Berkeley et compagnie, c'était de dire à l'OS, ben voilà, moi j'ai tant de connexions, dis-moi quand il va se passer quelque chose avec une de mes connexions, puis ensuite je vais réagir par rapport à ça. L'inconvénient de cette approche-là, c'est que le code devient compliqué extrêmement vite parce que tout est centralisé, puis en fonction de qu'est-ce qui est arrivé sur quel fichier, quelle connexion, peu importe, quel I.O., ben là, il faut aller dispatcher au bon endroit. Donc, le code est beaucoup plus difficile à maintenir. Puis, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une connexion, un fil d'exécution. C'est justement la raison pourquoi les threads existent. Donc, les threads, là, on développe notre programme avec les threads, c'est beau, tout fonctionne bien, une connexion, un thread. Donc,
crée des threads, on crée des threads, des différentes sortes de threads. Puis, ça prend pas longtemps qu'on se rend compte des limites de ça. Surtout, nous, on fonctionne dans Windows, mais tout ce que je vais dire aujourd'hui, mes exemples plus tard aussi vont être C# et tout ça, mais tout ce que je dis, ça s'applique à tous les langages, puis à tous les systèmes d'exploitation. C'est des problèmes qui sont théoriques, qui ne sont pas bases. C'est pas la faute de Windows, c'est pas la faute de .NET, c'est des problèmes théoriques. Donc, un thread, si on crée des threads à tout bout de champ, un thread c'est coûteux. Un thread c'est coûteux. Créer, détruire un thread, c'est coûteux. Chaque thread réserve la mémoire, donc évidemment, on ne peut pas en avoir des tonnes. Puis, en plus, c'est un peu contradictoire. Plus il y a de threads, moins il y a de travail qui s'effectue, parce que les threads se battent entre eux pour pouvoir exécuter quelque chose. C'est un peu comme si on a 4 micro-ondes. Si c'est pas en mettant plus de stock dans les 4 micro-ondes qu'il va y avoir plus de choses qui vont se passer en même temps. L'idéal, c'est vraiment de limiter le nombre de choses qui se passent en même temps. Puis qu'est-ce qu'il y a comme réponse à ce problème-là? Il y a une réponse assez complexe en implémentation, mais assez simple. C'est d'avoir un bassin de threads qu'on réutilise pour exécuter du travail dessus. Communément, c'est thread pool. L'avantage du thread pool, c'est qu'on déplace le problème. Il n'y a plus besoin de créer, de gérer ou quoi que ce soit des threads. Puis aussi, quand c'est bien implémenté, en .NET, il y a le thread pool .NET, mais il y a plein d'autres implémentations sur plein d'autres plateformes. Dans son implémentation, ça peut optimiser les ressources de sorte à ce que, même s'il y a beaucoup de travail à faire, ça va limiter le nombre de travail qui est fait en parallèle pour ultimement réussir à accomplir plus de choses dans un temps donné. Mais évidemment, ça ne vient pas sans ces problèmes. Donc ici, j'ai un exemple tout simple qui pourrait se retrouver dans une application client qui a un problème. Donc, c'est ça ici. Quand le bouton est appuyé, on veut faire quelque chose, mais le quelque chose peut bloquer longtemps. Ça fait un appel réseau, quelque chose, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce code? Je voulais commencer avec une facile. Évidemment, c'est les braquettes. Ça n'a pas d'allure. Mais le vrai problème, autre que le formatage, c'est évidemment qu'il faut un trait de pool n'est pas fait pour bloquer. Jamais. Ici, j'ai un exemple un peu simpliste, mais quand même, ça représente ce qui se passe vraiment. J'ai un bout de code que je pousse sur le trait de pool qui pose 5 secondes. Bon, ça pourrait être un appel réseau, une database, peu importe. Ça prend 5 secondes. Puis après, je débloque. Puis quand toutes mes opérations sont complétées, je mesure le temps. Mais si on exécute ce code-là, par exemple sur une machine multicore, si j'exécute ce code-là je le fais 5 fois, ça va prendre le temps que je m'attendais. Ça va prendre environ 5 secondes et des poussières à compléter. Si je fais 10 fois, ça va prendre 5 secondes et des poussières à compléter en tout, en parallèle, c'est beau. Mais là, si j'essaie, par exemple, de faire mon word count est à 100. Je fais genre 100 opérations comme ça. Là, c'est bizarre. Ça prend plus de 5 secondes à faire. Ça prend 23 secondes. Pourquoi est-ce que ça a pris 23 secondes? Parce que un trait de pool bien fait, c'est pas parce qu'il voit beaucoup de travail arriver qu'il va lancer beaucoup de threads. Parce que sinon, ça enlève complètement le but original d'optimiser les threads. Donc, le trait de pool, il va être un petit peu plus. Il va prendre des précautions, il va faire attendre le travail avant de l'exécuter. Mais quand il voit que ça bloque, quand il voit qu'il n'y a plus aucun progrès qui se passe, mais là, il va abandonner, puis il va rajouter des threads à sa disposition. Comme dans mon exemple ici, probablement, moi, quand j'avais fait mon test, ça a pris une vingtaine de secondes plutôt que 5 secondes, mais c'est le trait de pool de .NET, dans mon cas, après tant de secondes, il s'est dit, OK, j'y arriverai pas, ça va prendre des nouveaux threads, je ne peux pas m'en tirer avec le nombre de threads de base. Ce problème-là peut être encore plus amplifié. Voilà, encore une fois, c'est un exemple très simpliste, mais dans le fond, concrètement, ce que je fais ici, c'est que je pousse du travail sur le trait de pool qui attend à son tour une notification du trait de pool. Ça devient un problème
qui s'amplifie par lui-même. C'est-à-dire que mon premier travail bloque le trait de pouce, donc il gaspille des traits de trait de pouce, puis il dépend du trait de pouce pour se débloquer. Concrètement, ce que ça a l'air, si on imagine que ça, c'est la file d'attente des choses à exécuter dans mon trait de pouce, ben moi j'ai tel travail que je veux faire qui bloque, puis les compressions qui sont en attente d'être exécutées dans le trait de pouce doivent attendre d'avoir le feu vert pour être exécutées plus bas. Si, dans le cas du trait de pouce de .NET, je pense de mémoire, mais c'est un détail, je pense que c'est 65 000 threads maximum, ça va finir par débloquer. Mais si on imagine un trait de pouce qui avait uniquement 5 threads, puis ça ne peut pas dépasser 5 threads, mais dès qu'il y a plus que 5 scénarios de ce type-là, le code va tomber en détente. Puis c'est sûr que quand on regarde l'exemple que j'ai fait ici, on se dit, oui, mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est par exemple, encore plus le code d'avance, je faisais un si. Mais c'est qu'en pratique, il y a beaucoup de choses déguisées qui, en fait, ça revient exactement au même principe ici. Il suffit de faire des appels à une database, faire n'importe quoi de façon synchrone, ça va revenir à exactement cette situation-là. Donc ça arrive très fréquemment dans du code en production. Puis le plus dangereux, que je dirais, par rapport à tous ces problèmes-là, c'est que ça marche sur sa machine quand on le développe. Parce que sur sa machine, par exemple, dans un système de test où il va y avoir juste, je ne sais pas moi, 50 objets, il n'y aura jamais de problème. On arrive en production où c'est un système qui a 250 000 objets, c'est à ce moment-là qu'on va tomber sur ces problèmes-là. Mais on ne le reproduira jamais en environnement de test avec juste quelques échantillons. Donc la conclusion de cette section-là, c'est qu'il ne faut jamais bloquer un trait de trait. Puis ici, j'ai mis les philosophes qui veulent manger du spaghetti. Tout le monde connaît les philosophes. Donc, il ne faut jamais bloquer un trait de trait de pouce. Ça, OK, d'accord, ça, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, de ne pas bloquer un trait de pouce? Donc, n'importe quoi qui est réseau, donc évidemment les sockets, un appel HTTP, n'importe quoi qui est réseau, des fichiers. Ça, c'est une autre chose qui habituellement, ça va fonctionner sur sa machine, parce qu'on va lire des petits fichiers, mais on va arriver en production, essayer de lire un fichier de 25 gigs, on va se rendre compte que, ben oui, ça peut bloquer lire un fichier aussi. Donc, tout ce qui est synchronisation, on va les attendre sur des objets, des choses comme ça, des mutex. Bon, il y a plein d'autres exemples, mais en gros, tout ce qui dépend de pas juste le thread en tant que tel, ça n'a pas d'affaire avec ce thread pool. Le thread pool est là pour lancer des opérations, faire des calculs, mais si ça dépend de quoi que ce soit d'autre que le thread lui-même, il faut éviter le thread pool. À ce moment-là, c'est quoi l'intérêt d'avoir un thread pool? Si on ne peut pas faire de fichiers, on ne peut pas faire de réseau, on ne peut pas faire de database, on ne peut pas faire... Ben, l'intérêt du thread pool, c'est les opérations synchrones. Donc, sous Windows qui d'ailleurs avec les I/O completion ports, c'est un design, je trouve, pas mal, un des meilleurs designs de tous les systèmes d'exploitation en termes de scale pour l'I/O. Les I/O completion ports, c'est je veux lire, je veux recevoir du socket, je veux envoyer du socket, ou je veux lire un fichier, dis-moi quand ça va être fini. Overlap, c'est un peu le même principe. Puis, ben, sur Linux, historiquement, c'était plus du select, comme j'avais mis au début, que c'est bloquant, mais avec plusieurs fichiers en même temps. Mais maintenant, il y a le Asynchronous I/O, qui, bon, le support varie, mais quand même, l'option est là. Concrètement, comment est-ce que les opérations asynchrones fonctionnent, permettent de scaler avec un thread pool? C'est que, par exemple, ici, moi j'ai un fichier puis un socket, par exemple, en orange c'est le fichier, en mauve c'est le socket. Puis j'ai un thread pool à 2 threads. Ben je dis, OK, j'ai mon socket, je suis prêt à recevoir dessus, ou je suis prêt à lire de mon fichier. Là, ça s'en va, je dis à l'OS, je veux lire mon fichier. C'est pour ça que j'ai représenté ça par un nuage. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais éventuellement, l'OS revient et dit, voilà, c'est fait. Puis en parallèle, ben, j'ai une autre connexion qui, elle veut recevoir du socket. Puis en vert, ben, je fais des calculs sur le CPU. Tout ça sur mes mêmes threads.
puis tout le monde collabore, puis c'est parfait. Puis la beauté du design asynchrone avec Threadpool, c'est qu'on pourrait imaginer ici que c'est un système à 64 corps de malade. Bien, il pourrait gérer des millions de connexions en même temps sans avoir besoin de thread dédié. Il fait juste commencer le travail. Le système d'exploitation, éventuellement, vient dire « OK, c'est terminé ». Puis c'est juste un enchaînement comme ça d'opérations sans jamais devoir dédier de ressources à aucune des opérations particulières. Ça, c'est parfait. Pour les fichiers, le réseau, database, tout ça, c'est parfait. On rend ça asynchrone, ça scale, tout le monde est content. Maintenant, dans la vraie vie, il y a des éléments qu'on contrôle pas, que j'ai affectueusement représentés par des orages, qu'on ne sait pas, je ne suis pas en mesure de dire combien de temps ça va bloquer, cette opération-là. Par exemple, on pourrait penser à un SDK, un API obscur qu'un client veut absolument qu'on intègre ou des choses comme ça, on ne le contrôle pas. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est là aussi que je dis que les threads, c'est pas le démon. Pour les choses qu'on ne contrôle pas, l'idéal, c'est simplement à ce moment-là, on va faire un thread, mais pas un thread à la volée à chaque fois qu'on en a besoin. Ça va être un thread pour la durée de vie, par exemple, de cet objet-là, de ce SDK-là. Puis on pousse le travail dessus. Puis en plus, on peut faire un mix des deux approches. C'est-à-dire que si on pousse le travail à faire qu'on ne contrôle pas sur un thread dédié, mais on peut aussi gérer ça de façon asynchrone, puis garder un flow d'exécution complètement asynchrone sur le Threadpool en bondissant uniquement sur le thread pour faire ce qui était incontrôlé. Donc, c'est ça. La conclusion vraiment de cette section-là, c'est les threads, c'est pas le démon. Il ne faut pas avoir peur des threads, mais idéalement, il faut les utiliser intelligemment. Donc, il ne faut jamais bloquer le Threadpool. Peu importe l'opération, si elle dépend plus que de juste le thread lui-même, de la mémoire, ces choses-là, ça ne va pas sur le Threadpool, puis comme ça va fonctionner. Puis, un exemple que je vois souvent dans le travail, c'est par exemple, quelqu'un quelque part, quand on parle d'un gros produit, d'un gros logiciel qui est développé par plein de gens, ben c'est que si quelqu'un introduit un problème comme ça va casser plein d'autres fonctionnalités parce qu'il y a beaucoup plus qu'on pense qui dépend du Threadpool, par exemple dans .NET, mais dans n'importe quel environnement, tout dépend du Threadpool. Puis encore, c'est encore plus vrai avec les async await dans .NET 4.5 que le Threadpool est vraiment omniprésent. Donc, il suffit qu'il y ait une personne qui se comporte mal avec le Threadpool, puis ça peut casser n'importe qui à côté. Il faut faire attention. Puis pour ce qu'on ne contrôle pas, il n'y a pas de façon de contrôler, on fait un thread dédié à côté, puis un thread un peu pour sacrifier, pour que le reste du programme continue à fonctionner sans problème. Maintenant, c'est beau, on a plein de threads, genre plein de connexions, ça scale, tout ça, mais il faut bien qu'ils soient capables de communiquer entre eux, ces threads-là. Donc, on a besoin de lock. Ici, j'ai un programme assez simpliste. Pas incroyable, mais en tout cas, j'ai une auto qui a des passagers, puis je peux définir un passager. Là, parfait, on ship. Puis là, il y a un bug qui rentre. Oh, mon programme a crashé parce que c'est pas très safe sur ma liste de passagers, évidemment. C'est là que les locks entrent en jeu. Donc, un lock complètement, c'est juste, ça revient à dire que pendant que quelqu'un détient le lock, ici j'ai deux threads qui veulent accéder au diamant, pendant que quelqu'un possède le lock, mais personne d'autre peut le posséder, donc le thread d'en haut peut faire ce qu'il veut avec le diamant sans qu'il y ait de problème possible. Le problème avec l'approche des locks, c'est qu'il suffit que quelqu'un prenne le lock, les autres vont s'accumuler, tout le monde attend de plus en plus longtemps pour obtenir le lock. Et on peut imaginer si c'est sur le Threadpool ici, mais ce qui va arriver, c'est assez rapidement, le Threadpool va être locké exactement comme si on avait fait un appel réseau, même si dans le fond, il
ici, il n'y avait aucune opération asynchrone ou rien, mais juste le fait de tout le monde vouloir le lock en même temps, ça crée des problèmes. Donc, sachant ça, pour corriger le problème qu'on avait, quelqu'un pourrait se dire, parfait, moi je ne veux pas utiliser de lock parce que je ne veux pas bloquer toutes mes threads. Qu'est-ce que je fais? J'utilise un concurrent dictionary. C'est parfait, même pas besoin de lock, il n'y a pas de bug, parfait, on ship. Sauf que la morale de la deuxième section que je voulais présenter, c'est qu'il faut vraiment connaître les subtilités des structures de données qu'on utilise, particulièrement quand on parle des structures sans lock. Le concurrent dictionary ici est sans lock, mais il y a un problème assez embêtant qu'il alloue énormément de mémoire. Puis ça, c'est basé sur un exemple concret qu'on avait déjà eu au travail, que quelqu'un s'est dit, bon, parfait, mon code n'était pas très safe, je vais mettre des concurrent dictionary. Bien, si ici on imagine que dans mon programme, des autos, j'en ai 250 000, qui ont chacun leur liste de passagers qui est un dictionnaire concurrent, bien ça, c'est un détail d'implémentation, mais c'est quand même important à savoir. Le concurrent dictionary alloue très large la mémoire afin d'être performant. Ils ont sacrifié la mémoire. Mais si on a 250 000 autos qui ont chacun leur concurrent dictionary, sur une machine d'un client qui s'est gâté, il y a 64 corps, ben le programme va prendre 42 GB de RAM environ. Puis ça nous est arrivé pour vous. Donc, c'est vraiment important de connaître les subtilités de chacun des choses qu'on utilise parce qu'il n'y a pas de magie. Les structures sans lock comme ça, s'ils réussissent à être sans lock, nécessairement, c'est qu'ils font des compromis. Donc, il faut tout le temps être au courant dans quoi on s'embarque. Puis, dans l'exemple ici, où j'ai 250 000 autos, fort probablement qu'il n'y a pas beaucoup de threads qui essaient d'accéder à la même auto en même temps. Ce n'est pas une ressource qui est centrale à mon programme. Donc, fort probablement qu'ici, j'aurais été mieux d'utiliser simplement un dictionnaire puis des looks. Donc, mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse claire à quelle structure on devrait utiliser. Est-ce qu'on devrait utiliser des looks? Est-ce qu'on devrait utiliser les structures concurrentes? C'est vraiment du cas par cas. Puis la pire erreur à faire serait de juste faire un benchmark, d'aller tester avec lock, sans lock, puis dire parfait, je vais y aller avec les locks, c'est plus performant. Il faut vraiment tester son programme avec ses conditions d'utilisation, la façon que c'est structuré, pour avoir la bonne réponse pour sa propre situation. C'est un autre exemple que j'avais, oui, si on parle de .NET encore, c'est le concurrent bag, qui est extrêmement performant si c'est les mêmes threads, si c'est les mêmes gens qui mettent des objets dedans et viennent les sortir, puis c'est extrêmement pas performant si c'est jamais les mêmes qui déposent dedans et qui viennent chercher. Donc ça, c'est une subtilité du concurrent bag de .NET, mais c'est juste un exemple qu'il faut vraiment, vraiment savoir pourquoi ça a été inventé, ces structures-là, puis les utiliser dans ce contexte-là uniquement. C'est ça. Si on s'attend à ce qu'il y ait très peu de contention, très peu d'accès au même objet en même temps, comme par exemple dans le cas où j'avais 250 000 voitures, ben, la même voiture ne sera pas utilisée en parallèle par beaucoup de gens. Les locks peuvent être plus avantageux parce que de prendre un lock, s'il n'y a personne d'autre qui le veut en même temps, c'est pratiquement gratuit. C'est vrai en .NET, c'est vrai en Java, c'est vrai dans tous les langages qui fournissent un lock. Le lock est extrêmement optimisé pour le scénario où il n'y a pas plusieurs personnes qui le veulent en même temps. Mais ensuite, si on a une structure vraiment centrale où les données qu'on veut, c'est tout le monde qui veut y accéder en même temps, mais c'est à ce moment-là qu'on a plus d'avantage à utiliser les structures lock-free, mais il faut vraiment savoir dans quoi on s'en va. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais présenter un peu dans les plus real-world des subtilités qu'on a eues. Puis, faites attention à votre presse-pour. Ça, je pense que c'est le plus important, parce que sinon, ça va vous revenir assez vite.